Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue à la deuxième journée de ce forum multipartite. C'est la 7e session qui démarre maintenant. Il s'agit de la lutte contre le discours haineux en ligne. La session est organisée par l'UNAOC. Nous sommes très heureux de participer au travail qui est fait par le conseiller spécial à la prévention du génocide de l'UNESCO et de l'UNESCO. Le secrétaire général a rappelé l'importance de ce phénomène. Vous savez qu'il est de plus en plus important d'avoir la compétence pour bien naviguer sur les réseaux sociaux, pour guider les jeunes qui sont particulièrement concernés. Il faut bien sûr que les parents, les encadrants soient là, mais aussi les programmes scolaires. Alors dans cette session, les participants vont voir quels sont les avantages, les défis de cette époque digitale. 3 programmes vont nous intéresser, 3 programmes de l'UNAOC, donc un prix interculturel, un programme aussi qui se fait avec l'UNECT et l'UNCCT. Et puis, il y aura également un représentant de l'UNESCO, Alton Britton, qui va nous expliquer comment on peut développer la maîtrise justement de la navigation dans les programmes scolaires. Alors, Monsieur Jason Wynne, qui est cofondateur et principal coordinateur de Architects of Diversity, architecte de la diversité, eh bien, il faut savoir que son organisation a remporté le prix du Fonds de solidarité jeunesse de l'UNAOC en 2021. Alors, dites-nous, comment travaillez-vous? Comment arrivez-vous également à insérer tout ceci dans les programmes éducatifs? Je suis donc effectivement, vous l'avez dit, je suis Jason Wei, je suis cofondateur de Architects of Diversity. Nous travaillons notamment auprès des jeunes. Alors avant que d'entrer, si vous voulez, dans le détail de notre projet, je vais vous expliquer qui je suis. J'ai 25 ans. Et je pense que, si vous voulez, c'est important de dire que l'homo digitalus est un petit peu différent de la personne qui est dans le monde réel et physique. C'est-à-dire que nous nous comporter différemment et nous sommes là, nous précisément, à aider les gens à développer des contextes, des contenus qui vont permettre une compréhension entre les différentes régions. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qui se passe en ligne ne peut pas être scindé de ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont applicables là aussi. Vous savez, 30% des Malais, des Malaisiens ont fait l'expérience de la discrimination dans leur vie en ligne. Et nous avons donc, si vous voulez, mis en place une commission dans notre pays qui lutte précisément contre le discours de haine. Nous avons mis en place, donc, nous, un programme et les participants que nous avons encadrés, eh bien, lorsque on essaye, il faut savoir que lorsque on veut organiser des événements autour justement de la lutte contre la discrimination, y compris en physique, dans des instances régionales, on se heurte parfois à des difficultés d'organisation administrative. Donc, je pense que là aussi, on peut vraiment établir des normes à travers le système éducatif par rapport à la gestion de ce discours de haine en ligne, qui peut aussi ensuite être adapté hors ligne. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que les efforts d'innovation pour lutter contre ce type de discours doit être adapté aux jeunes. Vous savez, actuellement, c'est
il faut parler le langage, vous savez, il faut être cool, il faut exprimer sa colère, il faut être drôle, il faut avoir de l'humour. C'est ça le langage des jeunes en ligne. Vous voyez, moi j'ai 25 ans, je suis plus tout à fait un gamin, mais pas encore, si vous voulez, basculer dans le monde des adultes et je suis conscient de tout à fait de ce langage qu'il faut avoir sur ces réseaux, y compris sur Instagram. Alors, ce que l'on comprend, c'est que les jeunes ont vraiment, si vous voulez, mené la danse par rapport à toute cette évolution. Il y a beaucoup de jeunes qui ont, si vous voulez, travaillé sur TikTok, par exemple, des jeunes qui ont travaillé contre la xénophobie sur ce type sur ce type de support. Et ce que nous faisons nous, au sein de notre organisation, c'est ces messages que ces jeunes préparent, nous, on veut les amplifier. On veut qu'ils soient diffusés parce que parfois, on parle pour les jeunes, mais on ne parle pas comme les jeunes dans la manière de faire les choses, hein. Et donc, c'est important qu'ils puissent s'emparer aussi de vignettes, de posters, de messages qui vont être percutants, ils vont créer des contenus parce que, comme ils viennent d'eux, ce sont des messages qui vont parler aux jeunes. Et parfois, vous savez, en tant qu'adulte, on se dit, bon, je fais un contenu, ça va parler aux jeunes. Mais en fait, ce que nous montre le programme, c'est que pour communiquer avec un jeune, il faut être un jeune soi-même. C'est comme ça que le message passe. Il faut les laisser faire une fois qu'ils sont bien formés. Voilà. Après, la question, c'est comment accompagner les interventions sur des espaces digitaux pour les jeunes. C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes eux-mêmes soient formés pour devenir des sortes d'ambassadeurs de la lutte contre le discours de haine. Il faut que les jeunes non seulement puissent projeter dans les discours, mais il faut qu'ils puissent, sans pouvoirer, comme on dit maintenant, ou vraiment se responsabiliser par rapport à l'élaboration des messages. Et comme ça, ils seront certains que leur voix porte et qu'elle est amplifiée. Merci beaucoup, Jason. Merci de respecter également l'horaire. Vous avez évoqué des points très intéressants. Je suis vraiment très heureuse que Architect of Diversity se porte bien. Et je suis aussi très contente, et je ne suis pas la seule sans doute, contente d'entendre qu'en Malaisie, les jeunes et les jeunes voix ont été en fait à la pointe de la lutte contre le racisme et le discours de haine. Donc c'est vraiment deux questions très intéressantes que vous avez posées là. Nous sommes toujours en Asie. Bonsoir l'Indonésie. Ayu Dewi. Ce n'est pas votre première intervention, je crois, dans nos réunions. La fondation Ndika, dont vous êtes directeur, est un très beau projet. Vous avez reçu aussi le prix de l'innovation interculturelle du groupe BMW et de l'UNAOC en 2019. Alors, racontez-nous comment va le projet. Je vais vous dire que j'ai suivi ce que vous faites toute l'année dernière. Même si tout le monde était en confinement, cela ne vous a pas empêché d'être actif. Ça fait beaucoup de choses. Dans cette époque difficile, avec toutes ces difficultés qu'on a connues, il n'empêche que vous avez réussi à travailler. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Si vous voulez bien, je vais faire une intervention, puis après, je vous exposerai mon projet. Alors, qu'est-ce que j'ai vécu, moi, en matière de discours de haine? Eh bien, j'ai fait une petite BD pour montrer un peu ce qui se dit en ligne. Les choses qui m'ont dites. On m'a dit, par exemple, que je suis une dure à cuire. D'autres gens m'ont dit, voilà, elle porte le hijab parce qu'elle a des cheveux très moches. D'autres gens m'ont dit que j'étais une truie, littéralement. Et récemment, on m'a dit que j'étais vraiment une abrutie, une très, très
un rat vraiment stupide. Ça, je l'ai pas pu le mettre dans la BD, mais on me l'a dit récemment et c'est particulièrement insultant dans le milieu dont je viens. Enfin bref, en Indonésie, ces dernières années, le paysage digital a créé pas seulement un discours de haine, mais aussi des choses que les jeunes lisent, écoutent, entendent sur les médias digitales et qui précipitent le discours de haine chez eux. Il y avait Dania. Elle avait 16 ans, indonésienne, il y a 2 ans. Elle a convaincu à cette époque, elle a convaincu toute sa famille de faire partie de l'État islamique. Vous vous rendez compte, il y a quelques semaines, une jeune fille de 19 ans qui passe devant la police, les bâtiments de la police et qui tire à vue. Peu après, 2 jeunes, 26 ans, ont fait une bombe kamikaze et se fait exploser dans une cathédrale. Et les enfants, tous ces gamins-là, ils se sont radicalisés tout seuls en ligne. Et c'est très exactement par rapport à ce que disait Jason tout à l'heure, je suis d'accord, on ne peut pas séparer ce qui se passe sur le digital, en ligne et dans le vrai monde, parce que le digital, c'est le vrai monde aujourd'hui, c'est le monde réel. Donc, ok, on peut regarder un film d'horreur, ça fait peur. Le film, on sait que c'est pas pour de vrai, mais ce que l'on ressent, le ressenti est vrai. On va pleurer, on va avoir peur, etc. Au plan cognitif, on comprend bien sûr que ce que l'on voit n'est pas réel, mais pour autant, le cerveau n'enregistre pas de la même manière ces informations. Il ne faut pas oublier que tout ce que vit notre cerveau, l'expérience que vit notre cerveau, elle imprègne le cerveau. La rétine va capturer les images, elle va transformer ces images qui sont ensuite stockées dans notre cerveau. Alors, c'est une réalité, c'est pas réel, mais c'est une réalité. Donc, ce que l'on vit dans ce monde numérique, c'est très réel dans notre cerveau, y compris pour les jeunes. Donc, il y a certains d'entre vous, d'entre nous, qui ont vécu avant le monde digital. Mais il y a beaucoup de jeunes pour qui le digital, c'est le monde dans lequel ils sont nés, donc tout est réel. Vous voyez, on voit que plus de 55% des jeunes ne pourraient pas vivre sans Internet plus de quelques heures, c'est-à-dire qu'ils ils ont des amis, par exemple, qui ne connaissent que en ligne. Alors, que faire? À mon avis, il faut faire deux choses. Un, il faut, si vous voulez, former au plan affectif et ensuite, il faut développer un esprit scientifique par rapport au digital. Il y a une théorie qui dit garbage truck, c'est-à-dire le camion de poubelle. Lorsque quelqu'un est plein de poubelles, vous avez les éboueurs qui traversent la ville, les gens jettent leurs poubelles. On va dire que ça serait le discours de haine. Mais s'il n'y a pas beaucoup de poubelles à vider chez soi, on va pas probablement pas remplir le camion. Donc, il faut comprendre que la santé mentale est à la base de tout et ça doit s'enseigner à la maison. Donc, ça, c'est le premier point. Puis ensuite, il faut avoir vraiment une démarche scientifique, hein. Il faut développer l'esprit critique, on l'a dit tout à l'heure, pour que tout le monde puisse bien différencier les choses, tout le monde puisse questionner les choses. Ce qu'on entend n'est pas toujours vrai. Il faut se poser des questions. Et ceci m'amène au projet qui a été évoqué tout à l'heure, qui a été évoqué par Nihal. Mon projet, c'est ça. C'est une chaîne YouTube, Benergitu, en indonésien. Vous pourrez aller voir. C'est une animation vidéo qui, si vous voulez, utilise le slamming et qui va utiliser la pensée critique. La musique est interdite. Ah bon? C'est vrai ça? Il est interdit de dire « Joyeux Noël ». Vraiment? Voilà. Et des questions, des réponses à ces questions. Et on apprend, si vous voulez, on enseigne l'islam à travers la pensée critique avec une structuration psychique et la mise en place d'une rigueur scientifique. Merci, Agnew.
Aïe, très intéressant. On est vraiment très fiers de vous, de votre résilience et la fierté que vous avez à mener votre action, une action vraiment très bénéfique, hein, il faut le rappeler. Et en dépit de toute la rhétorique malheureusement humiliante à laquelle vous avez été exposé, eh bien, vous restez active, même très active, notamment ce mois dernier, ce mois-ci. Bon, il y a une période de confinement et pourtant, vous avez fait un travail très intéressant, c'est-à-dire, si vous voulez, la structuration psychique et affective et respect de la démarche scientifique. Effectivement, ce à quoi nous sommes exposés via notre rétine, le stockage dans le cerveau est très important et j'espère bien que un de l'UNESCO va pouvoir intervenir sur ce point. Rappelons que l'UNESCO fait un travail de pointe sur ce sujet. On va voir si M. Altengredel va pouvoir nous expliquer ce qui est fait par l'UNESCO dans le contexte justement du développement de la pensée critique. Alton Grisel, vous avez la parole. Vous avez 3 minutes. Merci, Madame la Présidente. Très intéressant ce qu'ont dit les deux intervenants qui m'ont précédé. Merci à l'UNESCO, le UNOEC. Je vous félicite les uns comme les autres de ce très bel événement. Alors, j'entendais les intervenants qui m'ont précédé et à les entendre, je me dis que face à la haine, ce dont on a besoin, c'est de respect mutuel, de tolérance, d'amour. Les gens, s'ils développent de la haine, c'est à cause de l'information qu'ils reçoivent. Bien sûr, les plateformes peuvent affecter la perception, c'est ce que disent les jeunes d'ailleurs, puisque parfois, c'est des plateformes qui vont véhiculer des stéréotypes, des idées toutes faites. Et cette réalité est exacerbée alors qu'il y a de plus en plus des théories complotistes, par exemple. Et l'UNESCO estime qu'il est très important de développer les compétences de tout le monde en matière de gestion des plateformes digitales, puisque ça permet aux gens de développer une pensée critique, d'apprendre à évaluer les messages, les contenus dans un esprit, je dirais, de respect de la rigueur sous la vérité scientifique, en remettant tout en question. Ah oui, vraiment? C'est sûr ça? Voilà, et je pense que l'UNESCO mène une action complète dans ce domaine, avec 3 petits exemples, si vous le voulez bien. Un projet UNESCO-UNAEC, on a mis une université de dialogue universitaire interculturel sur ce sujet. Il s'agit de stimuler l'échange entre les élèves, les étudiants et les enseignants également. Or, ce réseau qu'on a mis en place de coopération entre les universités, eh bien, on a un nouveau message, pensée critique, clic avisé. Ça fait partie d'une nouvelle campagne, une nouvelle formation qui est proposée conjointement par l'UNAOC et l'UNESCO. Deuxième aspect de notre intervention, nous avons mobilisé des acteurs, dont des jeunes d'ailleurs, pour les impliquer en tant que co-créateurs, évidemment, de cette formation à la gestion du digital, à l'utilisation du digital. Nous travaillons avec des agences des Nations Unies, l'Alliance de civilisation, et nous avons donc cette alliance que nous avons mise en place et nous vous invitons d'ailleurs à rejoindre cette alliance des Nations Unies. Et enfin, il y a une semaine de la formation aux médias cette semaine se fait du 24 au 30 octobre chaque année. Cette année, on se
concentre aux informations diffusées au service du bien commun et aussi comment lutter contre les discours haineux. Donc, nous vous invitons à obtenir davantage d'informations en allant sur nos sites Internet. Vous verrez comment participer à ce mouvement. Cette semaine, c'est hackathon qui est là pour promouvoir la paix, le dialogue et lutter contre le discours de haine. Vous en saurez davantage en allant sur notre site. Article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle dit « Tous les êtres humains sont nés libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont tous libres avec une dignité et des droits égaux. Ils sont dotés de raison et de conscience et devraient agir l'un à l'égard de l'autre dans un esprit de fraternité et de sororité. » C'est la raison et c'est la conscience et cet esprit scientifique aussi, cette démarche scientifique qui doivent, si vous voulez, présider à l'acquisition de toutes les informations que l'on obtient sur le digital, y compris les jeunes en particulier. Merci, Madame la Présidente. Nous ne vous entendons pas, Madame la Présidente. Oui, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette intervention très intéressante qui enrichit le débat. Nous sommes très fiers d'être partenaires avec l'UNESCO dans ce domaine. Alton Grizzle, nous sommes très heureux de participer à ce projet et attendons avec hâte cette nouvelle conférence qui s'annonce là prochainement au mois d'octobre et qui portera sur la formation aux médias au service du bien commun. Voilà. Je vous souhaite encore la bienvenue pour ceux qui nous rejoignent à cette session qui est organisée par l'Alliance des civilisations des Nations Unies, l'UNAOC. Poursuivons avec notre tour du monde des bonnes pratiques en matière de lutte contre le discours de haine. Nous avons encore un projet de terrain que nous allons présenter. Nous sommes très fiers à cet égard de notre plus récent projet, notre dernier né, qui est le projet qui vise à renforcer le réseau EGDIN. Il y a des jeunes dirigeants d'organisations confessionnelles. Il s'agit de les doter, si vous voulez, d'un réseau de discussion directe avec justement les fournisseurs de réseaux sociaux pour éviter le débordement, les dérapages et les discours de haine. Ça permet également de comprendre qu'une meilleure compréhension religieuse est fondamentale pour le fonctionnement paisible de tous. Et je commence par un des formateurs qui a mené ce projet, Julien Darmon de France, éducateur, facilitateur lui aussi de confession juive. Et il a participé au projet de Julian. Est-ce que vous êtes là, Julien? Vous êtes là, Julien? Eh bien, la parole est à vous si vous voulez nous raconter les choses. Comment est-ce que ce projet fonctionne avec d'autres représentants de religion du livre, à savoir l'islam et le christianisme. Donc, j'ai entendu des remarques de certains formateurs qui disent que on apprend également des jeunes, des participants à ces programmes. Vous nous en dites quelques mots? C'est tout à fait vrai. Et la première chose que nous avons appris des participants qui sont tous des dirigeants religieux ou des dirigeants de moins de 30 ans, c'est l'espoir. Ils nous ont donné l'espoir. Il existe effectivement un vaste réseau de jeunes qui sont prêts, qui sont capables également
de travailler ensemble par-delà les frontières religieuses pour lutter contre l'extrémisme et les discours de haine. C'est une leçon toute simple, mais elle est très importante. Pour rebondir sur ce qui a été dit, oui, nous sommes confrontés à un nouveau phénomène, le discours de haine en ligne. Ce qui, à vrai dire, ne change pas grand-chose par rapport au monde réel. Bon, les réseaux sociaux, c'est une chambre d'écho, mais ils créent une espèce de boucle. Chacun essaye d'être plus extrémiste que le voisin. Donc, il y a un phénomène qui s'auto-nourrit. Et les effets sur le monde réel sont bien réels. On le voit dans les différentes campagnes qui se déroulent de par le monde. Et c'est à quoi s'attaque notre programme selon différents angles. Mais cette boucle ce cercle, disons, vicieux, pour ainsi dire, c'est la perte d'influence ou la perte de confiance dans les autorités religieuses, politiques, etc. Et à ce moment-là, il y a des voix qui prétendent émaner de la base, mais qui ne sont en fait que des voix populistes et qui veulent promouvoir un agenda en faisant croire qu'elles pensent comme tout le monde. La solution, c'est précisément ce que fait l'ADIM, c'est-à-dire renforcer l'éducation aux médias et à l'information, bien sûr, mais ce projet a également planté les semences d'un nouveau réseau qui suscitera un leadership plus horizontal, moins pyramidal, moins hiérarchique. Il s'agira néanmoins de gens qui en savent davantage que les autres, mais si l'on veut construire un vrai réseau, c'est que il faut voir l'une des grandes forces de notre programme, c'est que les Juifs, les chrétiens, les musulmans du monde entier, qu'ils viennent de Norvège, d'Égypte, du Maroc, du Liban d'ailleurs, travaillent ensemble. Et des différences qui nous semblaient irréconciliables, inconciliables, ne semblent pas être un problème. Et cela montre bien que, oui, on peut très bien, moi je suis juif et je suis en France, mais je parle avec des gens du monde entier. Avec eux, je partage des connaissances, des bonnes pratiques et je crois que c'est un exemple qui va à l'encontre de la solitude que l'on peut éprouver sur les réseaux sociaux. Alors, outre l'éducation numérique, il faut des projets concrets. La Bible dit « aide ton voisin et aime ton voisin ». Eh bien, ce qu'il faut, c'est une coopération concrète, internationale, entre jeunes dirigeants religieux, qu'ils s'intéressent au bien-être animal, à l'écologie, aux droits des femmes, aux droits des minorités. Mais si nous agissons ensemble, eh bien, il faut nous appuyer sur les réseaux sociaux. Julia, merci. Nous sommes très heureux que ce projet soit un grand succès et j'en veux pour preuve les campagnes que ces jeunes leaders ont réussi à lancer. Il y a eu par exemple des campagnes de médias contre les discours de haine et notamment les discours qui visent des personnes en fonction de leur religion, de leur croyance ou de leur race. Il y a un autre exemple de tel projet
de projets donc élaborés par des jeunes sur le terrain. Mariam d'Égypte est traductrice, chercheure à l'Observatoire de la lutte contre l'extrémisme. Elle a été l'un des participants les plus actifs du projet ADIM. Sa campagne s'appelle Protégez vos jeunes pousses. Et c'est un guide à l'intention des parents pour les aider à protéger leurs enfants contre le harcèlement, la violence et la haine. Bonjour. De vos propos très aimables et merci de m'accueillir ici aujourd'hui. J'aimerais vous remercier tous de ce que vous avez dit concernant la nécessité de combattre les discours de haine. Et j'aimerais vous parler de ce problème qui persiste. Du fait de la pandémie, nous avons passé de plus en plus de temps en ligne où se sont épanouis les discours de haine. Alors, je vais d'abord vous parler de ma campagne qui concerne la violence chez les enfants et chez les jeunes. C'est quelque chose que j'ai vu au sein de ma communauté. Les enfants ont recours à la violence pour résoudre leurs problèmes. Mais ce qui devient plus grave, c'est qu'ils deviennent violents à l'égard de tout et de tous. Et il faut donc mettre un terme à cette violence, à cet usage de la violence. J'ai essayé de résoudre le problème au niveau des parents et avec les jeunes, donc à ces deux niveaux. Dans cette campagne, j'ai essayé d'utiliser des termes simples, de me mettre à la portée des enfants et des parents. J'ai fait également un petit film où je montre comment des choses qui ne vous semblent pas à vous blessantes peuvent blesser autrui. J'ai également composé une chanson dont les paroles disent bah, quelles que soient nos différences de couleur, de religion, nous sommes tous ensemble dans ce monde et il faut ensemble améliorer le monde. Il y a autre chose encore que je fais, c'est de montrer les risques des stratégies utilisées par les extrémistes pour radicaliser les enfants et en faire des combattants. Comme je l'ai dit, pendant la pandémie, les enfants ont eu l'occasion de passer pas mal de temps en ligne. Et il y a des mouvements qui se servent de cela pour attirer les enfants à leurs idées, à leur groupe. Je voudrais dire une chose aux parents. Vous imaginez peut-être que le danger est loin, mais ça n'est pas vrai du tout. Il vous faut prendre le temps de réfléchir à vos enfants, à ce qu'ils font peut-être en ligne. En Égypte, on a vu beaucoup de discours en ligne de la part de jeunes célébrités. Et nous avons pu voir quel pouvait être l'effet des réseaux sociaux sur nos communautés. Sachant que désormais, chacun a accès aux réseaux sociaux. Bon, je sais que le temps nous est compté.
Il vous reste 1 minute, madame, 1 minute seulement, dit la modératrice. Oui, je crois que il faut redonner aux parents un rôle important dans l'éducation de leurs enfants. Il faut éduquer nos enfants sur le plan religieux également pour qu'ils ne soient pas exploités par les extrémistes qui ignorent, qui utilisent ou qui exploitent leur ignorance de la religion. Et puis, il faut davantage de programmes qui enseignent aux enfants le risque de l'extrémisme, du radicalisme et qui promeuvent le respect de la religion d'autrui et la nécessité de vivre ensemble. Myriam, merci, dit la modératrice. Ce que vous dites est très intéressant et il est clair que votre projet protéger vos jeunes pousses va aider les enfants puisque vous commencez vous adresser à des enfants très jeunes pour les aider à développer leurs compétences en matière de réflexion critique. Vous formez, vous éduquez également les jeunes, pas en termes de religion ou de confession, mais ce sur quoi vous insistez, c'est sur les valeurs communes à toutes les religions. Et je crois que l'ignorance de la culture d'autrui ou de la religion d'autrui est l'une des raisons pour laquelle les jeunes, et pas seulement les jeunes d'ailleurs, pourquoi les jeunes en fait, ont parfois des impressions négatives d'autrui. Alors, je vous souhaite beaucoup de chance dans votre projet et j'espère que vous allez continuer l'excellent travail que vous avez commencé dans cette lutte contre les discours de haine et les discours racistes en ligne et hors ligne. Le dernier intervenant, c'est Émile Ackermann de France, fondateur de Ayaka et qui participe au projet ADIM également. La campagne d'Émile s'intitule Parlons, enfin Let's Talk, et il va nous expliquer le texte français et il va nous parler de la coexistence de l'amitié entre des jeunes appartenant à différentes religions. Émile, vous avez la parole pour 5 minutes. Allez-y. Merci de m'inviter et merci à l'UNAOC. J'aimerais vous parler de 2 cas français. Puis après, j'évoquerai les besoins les plus urgents. Je suis français et je vais donc prendre 2 exemples français. Il y a d'abord Mila, le cas de Mila, qui avait 16 ans, je crois, à l'époque, et qui a insulté l'islam et qui a reçu des insultes homophobes en ligne. Des milliers de menaces de mort s'en sont suivies. 13 personnes sont passées en jugement la semaine dernière. Et un grand nombre d'entre eux avaient plus de 20 ans et ils n'ont même pas été capables de répondre à la question « Mais pourquoi avez-vous fait ça ?» Le deuxième exemple, c'est celui d'April Benayoun, qui a participé à un concours de beauté en France, un concours de Miss Monde, je crois. Et quand elle a évoqué ses origines juives, il y a eu immédiatement sur les réseaux sociaux des commentaires anti-juifs. Et je dirais que la ligne entre le virtuel et le réel est assez floue aujourd'hui. N'importe qui, en fait, peut se mettre à faire n'importe quoi sur un ordinateur. Mais il était insulté en ligne
Et elle a utilisé des propos violents, contre l'islam en ligne et voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui également, les jeunes sont définis en termes d'identité comme pouvant être en critique. Toute critique religieuse est considérée par certains comme une insulte. Je suis moi, d'une telle nationalité, avec une telle nationalité. On peut pas, en fait, les jeunes n'arrivent plus à définir leur identité comme un ensemble de choses. D'où d'ailleurs cette discussion sur le droit au blasphème en France. Alors, je crois que ça pose un problème d'éducation. Il est nécessaire de promouvoir la réflexion critique, le dialogue. Il est important de souligner ce qui nous réunit. Les différences ne doivent pas être perçues comme quelque chose d'insurmontable ou quelque chose qui doit être mis en commun. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces discours de haine? Bien, les acteurs politiques, les politiques de tous les partis ont une responsabilité dans ce domaine aujourd'hui, car ils sont en partie responsables de la polarisation du débat politique qui suscite une difficulté de plus en plus grande à percevoir un message nuancé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve en ligne? Provocation et violence, termes forts pour le moins. Et les jeunes, les politiques ont fait ça depuis très longtemps et ils sont très étonnés quand les jeunes se mettent à faire la même chose. Alors, il y a le problème des réseaux sociaux, bien sûr, mais même si on intervient au niveau des réseaux sociaux ou de telle plateforme, les jeunes trouveront toujours le moyen de s'exprimer. Ils passeront à une autre plateforme. Donc, il y a une question d'éducation. Il y a aussi une question de droit, de loi. Il faut pouvoir lutter contre les discours de haine. Quand on ferme un compte Twitter, combien il y en a d'autres qui s'ouvrent aussitôt? Pensons à Telegram également. Il est donc important d'avoir des programmes comme IDIM. Il est important d'éduquer les jeunes, d'apprendre aux jeunes à utiliser les réseaux sociaux. Émile, pardon, je vous interromps, mais il ne nous reste plus qu'une minute, je dois conclure. Ce que vous avez dit est très important. L'éducation est essentielle. Il ne faut pas se contenter de suivre les discours de haine sur les réseaux sociaux parce que, comme vous le dites, ils trouvent toujours un nouveau moyen. Et il y aura toujours une prolifération de plateformes numériques et de nouvelles émergeront toujours. Alors, ce qu'il faut, c'est éduquer les jeunes et puis donc avoir des programmes dans les écoles, dans les universités, où l'on montrera aux jeunes que nous avons tous beaucoup de choses en commun. On pourra parler des religions et les enseignants devront enseigner des valeurs comme le respect mutuel, la tolérance, la compassion, l'entraide. Nous avons vu que les discours de haine sont très présents sur les réseaux sociaux, ciblant les gens pour leur religion, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, sikhs, hindous, quelle que soit leur confession. C'est quelque chose que nous condamnons et nous nous opposons à toutes ces formes de haine et de discrimination. Il faut combattre ces discours de haine
par le droit, par la législation. Je tiens à remercier tous les intervenants de cette session organisée par l'Alliance des civilisations des Nations Unies. Nous avons exploré la notion de citoyenneté à l'ère numérique. Jason de Malaisie, Ayo d'Indonésie, Mariam d'Égypte, Julien de France et Émile Ackermann également de France qui sont intervenus. Et puis, ainsi que nos collègues de l'UNESCO de Paris, que je remercie tous et que j'espère revoir très bientôt à l'occasion d'une autre réunion. Je crois qu'en tout cas, nous disposons d'éléments fort intéressants pour la conférence mondiale qui aura lieu en fin de mois, organisée par le secrétaire général des Nations, et puis la conférence mondiale organisée par le secrétaire général des Nations Unies à la fin du mois. Merci, bonne journée.